Nous avons ce matin prévu comme conférencier l'intervention de M. Jan Tombinski et je reviendrai sur ce point-là, mais je regarde ici, c'est là sur l'écran, The Holy See and the Idea of European Integration. Je pense qu'on est touché ce matin par la main de l'acte de Dieu qui nous a bloqué la technologie, mais Tombinski est l'homme pour retrouver le calme ici sur ce point-là. Alors, très heureux de vous retrouver et aussi d'accueillir des nouveaux arrivés pour cette seconde journée du colloque international de fondation sur le thème « L'Europe dans le monde ». Je voudrais également vous présenter son acteur témoin qui amène le fruit de leur expérience à ce colloque, Pascal Fontaine, qui est le vice-président de la Fondation et directeur honoraire au Parlement européen, ancien professeur à Sciences Po Paris. Jacques de Watteville, également vice-président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, ancien secrétaire d'État et négociateur en chef avec l'Union européenne pour la Suisse. Michael Mathiesen, qui est à côté de Jacques, ambassadeur de l'Union européenne en Suisse et pour la principauté de Liechtenstein. Eric Roussel, écrivain et membre de l'Académie des sciences morales et politiques en France, et moi-même avec un rôle assez léger. Alors, j'aimerais bien sans tarder vous présenter notre conférencier, l'ambassadeur Jan Tombinski. Pour moi, c'est un très grand plaisir de trouver Jan avec nous aujourd'hui. Il est devenu hier, pour la première fois, membre de notre conseil exécutif. Et d'ailleurs, Jan et sa femme sont des amis depuis quelques années, pour nos expériences partagées en Ukraine. De nationalité polonaise, Jan Tombinski est ambassadeur de l'Union européenne auprès du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte, des organisations des Nations Unies à Rome et de la République de Saint-Marin depuis 2016. Il a préalablement occupé le poste d'ambassadeur de l'Union européenne en Ukraine entre 2012 et 2016, donc autour de la révolution de la dignité à Maïdan et tous les grands changements là-bas. Avant de rejoindre le Service européen pour l'action extérieure, Jan Tombinski a été nommé ambassadeur de Pologne en France en 2001 et en 2007, il devient représentant permanent de son pays auprès de l'Union européenne. Avant d'entamer sa carrière de diplomate, il a été directeur de l'Europe centrale et du Sud-Est au ministère polonais des Affaires étrangères, puis directeur de la politique européenne entre 1998 et 2001. Il nous parle aujourd'hui du Saint-Siège et de l'idée d'intégration européenne avant la création des communautés européennes. Donc, Monsieur Tombinski, vous avez la parole. Est-ce que je peux parler? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci bien de cette possibilité d'être ici parmi vous aujourd'hui, de parler de cette question de l'intégration européenne, mais vue aussi de point de vue de Saint-Siège. Je choisis ce sujet parce que c'est toujours intéressant pour quelqu'un qui est historien de formation de retracer les grandes lignes. Fernand Braudel a parlé de structure de longue durée, l'école de l'annale. Et très souvent, quand on voit aujourd'hui les différents discours publics, y compris celle qui vient de Saint-Siège des papes, il faut retracer aussi des grandes lignes constitutives pour se penser. Cependant, je ne vais pas prétendre que les Saint-Sièges étaient comme une force motrice de ce que nous avons aujourd'hui comme l'Union européenne, mais néanmoins, le Saint-Siège a accompagné ce processus avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de soutien aussi dans les années qui précédaient la signature du traité de Rome.
Et c'est sur cette période que je voudrais vous engager pour quelques minutes, notamment aussi pour élargir cette perspective qui est aujourd'hui très façonnée par des grands discours de pape Jean-Paul II ou même pape François, qui ont adressé plusieurs grands discours à l'adresse de l'Europe, parfois aussi l'Union européenne, parce qu'ils étaient amenés à parler soit au Parlement européen, soit aux dirigeants européens qui se sont rassemblés autour des papes. Et je voudrais commencer par des premiers amorces que je trouvais dans ce qui était la politique moderne de Saint-Siège par rapport à l'Europe. C'est la grande crise de la Première Guerre mondiale et tout le débat autour de l'organisation de l'Europe, de l'ordre européen après la guerre. Benoît XV, qui était à l'époque le pape, il était encore soi-disant prisonnier de Vatican parce que l'Italie a conquis Rome et le pape était enfermé sur le territoire de Vatican jusqu'à la signature du traité de Latéran qui arrivait que plus tard en 29. Mais Benoît XV observait très attentivement ce qui se passait en Europe et essayait aussi d'influencer les déroulements pour d'abord arrêter la guerre et retourner à un système européen qu'il les pensait plus juste. Quand il a découvert qu'en vertu d'une clause secrète de traité entre l'Angleterre et l'Italie conclu en 1915, que l'État du Vatican était exclu de participation dans le futur discussion sur la paix après la guerre, il lance un appel public déjà le 1er août 1917, avec lequel il s'adresse à tous les États belligérants, alors à tous ceux qui étaient engagés dans la guerre. Et dans ce discours, il propose ses observations sur l'organisation de l'Europe, car à cette époque, on voyait la Première Guerre mondiale comme la guerre fratricide européenne, plutôt avec peu d'intérêt pour le retombée coloniale sur d'autres continents. Et il, évidemment, d'abord démente qu'on arrête la guerre et qu'on rétablit le statu quo ante. Son discours était « on retourne en arrière » et puis on commence à discuter des choses qui ont fâché avant la guerre, notamment des questions nationales dans le Balkan, les questions nationales aussi dans l'Empire russe, et puis aussi des questions de Caucase. Il met l'accent sur des ambitions nationales des Arméniens, des Polonais, des Balkaniques. Mais pour le Saint-Siège, c'était d'abord le retour en arrière au status quo ante. Mais dans ce discours, il aussi s'adresse aux questions d'organisation du monde et de l'Europe après la guerre. Il propose la création d'une structure supranationale, une autorité qui devrait contrôler toute l'industrie qui était importante pour les armements, alors l'acier, le charbon et la production métallurgique, afin d'arriver à un désarmement jusqu'au niveau nécessaire pour maintien de l'ordre public dans des pays divers. Il propose que cette autorité soit dotée aussi de capacités d'arbitrage là où il y avait des différences, et aussi un mécanisme des sanctions pour ceux qui n'étaient pas, qui ne se sont été pliés au jugement de cette autorité d'arbitrage. Il propose également
une ouverture de marché libre. Il propose une liberté des mers pour que les mers deviennent les grands axes pour le transport et pour le commerce international ainsi qu'entre des continents. Alors, il se mit déjà sur ce plan d'imposer ou de proposer quelques solutions concrètes pour l'organisation de l'Europe. Ça peut être intéressant que ce discours est arrivé en août 17, alors à peu près 5 mois avant le fameux 14 points du président Wilson, qui ont aussi un peu repris des mêmes idées. Les discours, cet appel du pape n'était pas suivi, il n'y avait pas de grandes réponses, mais on peut retracer cette pensée du pape qui était déjà contenue dans ce discours. Après la Première Guerre mondiale, la conférence de paix à Paris, comme je viens de le dire, se déroulait sans la participation de Saint-Siège, ce qui était pour le Saint-Siège un grand coup parce que les papes vivaient encore avec cette vision qu'ils étaient au-dessus des autres, qu'ils étaient une autorité suprême, qui était aussi être considérés comme des rois des grands pays, mais lui était privé déjà de territoire, mais il a commenté aussi sur la conférence de paix. Pour la conférence de paix, dans des discours de pape qu'on peut retracer aujourd'hui, notamment dans ceux qui sont les sources ouvertes, parce que les archives secrètes du Vatican pour la période ne sont pas encore accessibles, mais le pape demande la paix sans les vainqueurs et sans des vaincus. Et une fois des traités signés, il tout de suite lance les appels que ce traité, par la formulation des traités, il contient déjà de germes de futurs conflits. Alors il était tout de suite sur cette ligne que ce document qui était signé à Versailles, à Trianon, à Saint-Germain, et notamment il s'adressait à la question du traité de Versailles, n'était que une nouvelle ligne de partage en Europe qui portait le risque d'accentuer la haine et revendication européenne. Mais dans les années 20 et 30, on ne trouve pas beaucoup de choses dans ce que sont les sources ouvertes pour voir les commentaires du pape sur ceux qui étaient déjà engagés sur le plan politique, le plan brillant, les différents travaux au sein des sociétés de nations. Je ne trouvais pas des traces de commentaires des papes là-dessus. Mais on trouve chez les successeurs de Benoît XV, le pape Pie XI, des encouragements pour les catholiques, pour les différents groupements des mouvements catholiques, de s'engager pour la question européenne, pour la question d'unification européenne. Et les papes commencent à parler d'unification européenne. Ils ne parlent pas d'intégration, ils parlent d'unification. Et cette ligne d'unification européenne est très accentuée chez celui qui a mené l'Église catholique à travers la Deuxième Guerre mondiale et après, Pie XII, élu pape au début 39, alors il a accompagné cette période qui est toujours encore un sujet de grandes disputes des historiens sur le rôle du pape pendant la guerre, sur les alliances entre le Saint-Siège et le fascisme, dans ce que sont des discours accessibles des papes, et aussi des témoignages des différents diplomates, parce que ce sont les sources qui sont aussi valables, qui sont ouvertes.
les papes étaient très préoccupés par la poussée du communisme en Europe de l'Est et la persécution de chrétiens. Alors ils se sont mis plutôt du côté du fascisme pour protéger ce qu'ils ont considéré les fondements de la chrétienté. Et puis, pendant la guerre, cette position évolue vu ce qu'ils ont vu comme des actions des pays engagés, notamment l'Allemagne et l'Italie. Cependant, pendant la guerre, Pie XII encourage aussi les groupes chrétiens de s'engager sur les débats sur l'Europe. Il y avait plusieurs groupes qui menaient ces discussions. Une de ces groupes se trouvait ici à Lausanne. C'était des nouvelles discussions. On l'appelait ce groupe qui se trouvait à Lausanne. Puis après la guerre, en 1947, tout ce groupement catholiques sont entrés dans le mouvement européen international et aussi par une décision à Lausanne, ce qui est aussi intéressant à souligner ici, mais aussi de reprendre comme une des lignes d'engagement ce qu'était la philosophie de Jacques Maritain et Étienne Gilson, qui ont, à partir des années 30, parlé d'un renouveau de la chrétienté, du soi-disant aggiornamento de ce qu'était la foi de l'Antiquité avec les exigences de temps moderne. Et c'était comme un appel aux chrétiens de s'engager dans la vie publique et de prendre plus de responsabilités sans regarder même ce qu'étaient des structures officielles de l'Église. Après la guerre, une fois la guerre terminée, Pie XII se lance avec tous les engagements pour soutenir les essais de la construction européenne. Il était observateur de congrès européens en La Haye, en 1948. Il a même envoyé son représentant permanent, son représentant personnel pour suivre les débats à La Haye. Il multiplie ses différents discours en utilisant le terme l'Union européenne. Il ne parle pas dans les termes des communautés, il ne parle pas dans les termes intégration des nations, il parle de l'unité européenne, parce que, du point de vue de l'Église, après la guerre, la moitié de l'Europe sous le communisme, il s'adresse notamment à ceux qui étaient les pays chrétiens de l'Occident, de se mettre ensemble, sinon tous vont périr. Alors, il s'engage à donner ces encouragements, même qu'il est parfois frappant qu'il oublie complètement ce qui s'est passé de l'autre côté de rideau de fer. Il ne s'adresse pas publiquement à l'Europe centrale. Il a condamné le communisme dans ses encycliques, il a excommuniqué les communistes, mais il ne parle pas même au peuple qui était dans certains pays majoritairement catholiques et dans la plupart de ces territoires chrétiens de différentes dénominations. Pie XII reçoit dans les audiences les représentants des différentes branches de l'activité européenne. Aux représentants des industries du ciment, il parle de la nécessité de construire de grandes infrastructures européennes comme les voies, un peu à l'égard de ce que les Romains ont fait pour transmettre la civilisation européenne et pour accroître la croissance européenne. Il s'adresse aux représentants de la télévision européenne qui se sont réunis à Rome pour créer une union des émetteurs de télévision
en leur parlant de la nécessité aussi de faire davantage pour l'unification européenne, pour les échanges de cultures, pour la meilleure connaissance mutuelle entre les nations. Et il s'adresse aux représentants des villes qui venaient à Rome pour les encourager à créer des partenariats des villes, car des villes étaient des porteurs de la civilisation et du développement. Il parlait aussi des villes comme les lieux d'intégration des gens des différentes langues, des différentes cultures, des différentes confessions. Alors, c'était pour lui ce grand noyau, les grands nœuds de la civilisation européenne. Il s'adresse aux mutilés de la guerre en leur disant « Vous êtes les porteurs de la réconciliation ». Il s'adresse aux gens déplacés par la guerre. En Europe, vous êtes les porteurs des intégrations parce que vous êtes venus de l'autre culture, vous vous intégrez dans d'autres pays. C'était frappant, la fréquence des différentes interventions. Chaque fois, il avait la possibilité d'adresser cette question. Il ne manquait pas de parler de l'unification européenne, ce qui était très significatif dans ce discours. Et plus le Saint-Siège obtenait des informations sur les persécutions des chrétiens et des catholiques en Europe centrale, notamment le processus du cardinal Mindszenty en Hongrie, qui fait tant de discussions au Saint-Siège, il se lance encore davantage même de soutenir la création de la défense européenne. Le pape regrettait l'échec de la communauté européenne de défense. Il était toujours prêt à recevoir les représentants de l'OTAN, nouveau créé, pour les encourager à faire des engagements pour protéger ce qu'était la civilisation européenne. Et dans ce discours, le pape n'était pas, disons, naïf pour penser qu'on va rapidement s'engager sur cette voie de la construction européenne. Au congrès de fédéralistes européens en 1948, il a dit que l'établissement d'une Union européenne offre de sérieuses difficultés, personne n'en disconvient. De prime d'abord, on pourrait faire valoir les besoins pour la rendre psychologiquement supportable à tous les peuples de l'Europe d'un certain recul qui éloigne de le souvenir des événements de la dernière guerre. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre, et si l'on tient à ce que cette union atteigne son but, si l'on veut qu'elle sert utilement à la cause de la liberté et de la concorde européenne, la cause de la paix économique et politique intercontinentale, il est grand temps qu'elle se fasse. Certains se demandent même s'il n'est pas déjà trop tard. Alors, c'était 1948. Les engagements vraiment de premier moment après la guerre. Et avec ces différents discours, le pape accompagne aussi les engagements pour la construction européenne. Il se félicite de la communauté de charbon et acier en Europe. Et une fois les traités de Rome signés, on dit que le pape a qualifié cet événement le deuxième plus grand événement de la création de Rome, que s'est déroulé à Rome, cette signature du traité de Rome. Il tout de suite critique la construction prévue par le traité de Rome parce qu'ils disent cette structure n'est pas dotée de suffisamment de pouvoir. Il regarde vers l'autre autorité de la communauté du charbon et acier et dit alors cette autorité avait beaucoup plus de compétences que
cette Commission européenne qui devrait naître de traité de Rome. Et il un peu regrette, en parlant au nouveau congrès européen en juin 1957, qu'il aurait souhaité que cette structure est encore plus forte, plus intégrée, avec plus de pouvoir pour décider et pour créer cette unification européenne. Et Pape Pie XII a reçu les signataires du traité de Rome. Il ne les pas reçus ensemble. C'était peut-être un signe, ça aurait été un pas trop en avance, mais il les a reçus tout séparément pour parler de la question de l'Europe. Mais on n'a pas des documents pour l'instant pour comprendre les contenus de discussion, car ce n'était pas des audiences publiques, c'était des audiences privées. Pape Pie XII meurt en novembre 1957, alors il n'a pas vu l'entrée en vigueur de la communauté européenne, et puis ce courant de l'enseignement de pape n'était pas si exprimé qu'auparavant, même qu'il y avait des grands appels par des successeurs, notamment Paul VI, et puis avec Jean-Paul II. Et le grand changement que Jean-Paul II a introduit dans ce discours, ce discours de Santiago de Compostelle de novembre 1982, ce soi-disant acte européen de pape, dans lequel il parlait de ce dépouillement d'Europe, de unification de deux parties de l'Europe, et de sortir de ce clivage imposé sur l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et vu de la perspective de l'Europe centrale, c'était vraiment pour nous tous, cette génération auquel j'appartiens, c'était comme un coup d'envoi de changer le monde, de se lancer aussi dans cette direction européenne. Je m'arrête ici parce que je dépasse maintenant les limites historiques que je me suis imposées pour parler de cet engagement et de la perspective de Saint-Siège par rapport à l'Union européenne. Je vous remercie, je suis prêt à participer dans la discussion. Merci. Alors, je vais saisir le moment pour poser une première question. Et j'ai une question technique et une question, si je peux, qui est plutôt personnelle. Au niveau technique, si j'ai bien écouté, vous avez expliqué que les archives ne sont pas accessibles au Vatican, même pour Benoît XV, qui fait longtemps. Donc, techniquement, quelle est la politique sur des archives? Deuxième chose, on a parlé ce matin, nous avons la possibilité de parler ce matin, en venant ici, de deux choses. L'histoire, donc le grand écran, et la mémoire, plus subjective et familiale, la transmission donc de la mémoire. Vous avez parlé de l'Europe, en effet, coupée en deux par le rideau de fer. Vous êtes d'origine polonaise, catholique, élevé dans une famille ambiance catholique. Qu'est-ce que c'est la mémoire de vos parents que vous avez comme mémoire transmise pendant cette époque de l'Europe coupée en deux, de la suprême autorité de l'Église qui a parlé plutôt de l'Occident et qui a un peu
oublié des autres marginalisés ou isolés à l'autre côté du rideau de fer? Vous me posez notamment la deuxième question est une question difficile à répondre dans quelques mots. D'abord, pour la question technique. Les archives, soi-disant les archives secrètes, alors les notes internes de la diplomatie de Saint-Siège ne sont pas encore accessibles ouvertement. On peut les consulter à la demande pour certaines époques, y compris pour la Première Guerre mondiale, mais il y a beaucoup des interventions publiques qui sont publiées. Je me suis référé notamment à ce qu'étaient les interventions publiques. On peut le retracer, on peut voir les engagements. Et je pense que les interventions publiques étaient d'une certaine valeur parce que ça sortait d'un petit milieu. Ça s'adressait à un grand public et ça montrait aussi un engagement. Et dans ces discussions publiques, toujours, on essaye de mettre très soigneusement des accents. Parce que ce sont des choses qui restent par la suite dans l'espace public, dans la mémoire publique. Les archives pour la période de Pie XII, alors à partir de 1939, devraient être ouvertes et accessibles à partir de 2020. Il y a maintenant tout le travail est maintenant fait avec la digitalisation des archives et ça devrait être accessible prochainement et je pense que les historiens vont se pencher sur ce note, notamment pour ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, le rôle de Saint-Siège pendant la Deuxième Guerre mondiale. La question personnelle, je dois la répondre personnellement, alors de mon propre vécu. Je suis né d'une famille qui était partiellement chassée de ce que sont les terres d'Ukraine aujourd'hui, au moment d'arrivée des Soviétiques en 1940. Alors, 3 de mes 4 grands-parents étaient nés sur les territoires d'Ukraine aujourd'hui, même que mon grand-père était né comme citoyen français sujet de l'impérateur d'Autriche près de Lemberg. Alors, on voit ces différences. Une de mes arrière-grand-mères était allemande, qui venait de Bavière. Alors, on était dans le contexte très large européen, avec des différentes sensibilités. Je compte parmi les oncles de mes parents, les gens de confession catholique ou uniate, gréco-catholique, avec la diversité de cette partie de l'Europe. Alors, ce qu'on a vécu pendant le temps que je peux me souvenir, alors le temps, disons, des années 60-70 en Pologne, c'était toujours un malaise pour voir cette ligne qui divisait l'Europe, une ligne plus mentale que même physique. Comme historien, je travaillais sur les archives diplomatiques des années 20 et 30 sur la question de l'intégration européenne à l'époque. Et je retraçais, je travaillais sur beaucoup des archives de la presse des années 20 et 30. Pour moi, dans les années 80-90, c'était déjà frappant à quel point on parlait dans la presse de Bulgarie, des différentes discussions qui se déroulaient à Londres ou à Paris. On pouvait voir dans les journaux de Vienne les commentaires sur les présentations d'opéra de Bucarest. Et puis, ce que j'ai vécu de ma vie dans les années 60-70, cette barrière mentale est tombée et a séparé mentalement les deux parties de l'Europe parce que d'un coup, il y avait de notre côté un intérêt pour l'Occident, mais cet intérêt n'était pas couvert
par les médias officiels. Il fallait se procurer des informations d'autres sources. Par contre, dans le monde occidental, ce qui était la vie culturelle, ce qui était le débat politique en Europe centrale, était évacué de l'espace public. Et nous voyons les traces de cette division mentale encore aujourd'hui dans les débats publics. Et nous avons échangé avec Monsieur le Président en arrivant ici quelques idées, quelques pensées sur la question de travail de la mémoire. Comment éviter que cette évacuation, cette lacune dans la mémoire collective européenne nous divise davantage dans le futur. Parce que nous avons tous cette structure de pensée. Vous avez utilisé cette référence à Isaac Berlin, l'histoire comme géologie. Alors, il y a des différents strates qui composent notre perception de vie. Si on ne commence pas à travailler avec ces strates, on risque de compromettre notre future commune, car le passé a la capacité de capter les émotions. Le futur, c'est plutôt un concept abstrait. Mais le passé, les vécus de nos parents, de nos arrière-grands-parents, les mémoires transmises au sein des familles, nous forment émotionnellement. Il faut essayer de faire quelque chose pour éviter que ces éléments oubliés ou les éléments évacués de notre conscience nous frappent davantage. Paul Ricoeur a adressé ce livre formidable sur la question mémoire, histoire, oubli. À quel point nous sommes tous engagés dans ce débat et victimes aussi de ce manque de travail sur la mémoire. Merci beaucoup, M. Tombinski. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Maria-Isabelle Vizère et puis je suis la directrice suisse romande du Forhaus. Merci beaucoup pour votre débat qui était très intéressant. C'est une question qui, en effet, on n'a jamais vraiment analysée, ni moi dans mon débat, dans mon parcours universitaire. C'est une question qui est vraiment pas adressée. Où est le rôle des papes? Moi, j'ai une question avant d'ouvrir aussi au public. Je voulais vous demander. Donc, vous avez parlé du rôle ou bien des idées que les papes ont amenées sur des questions économiques, presque géopolitiques aussi. Moi, ce qui m'intéresserait, est-ce que les papes ont aussi adresser la question, parce qu'on a dit, bon, on a créé l'Union européenne sur ces questions économiques, mais il y a aussi eu tout un débat justement sur créer l'Union européenne par la culture, et notamment la religion qui fait aussi partie de cette culture européenne. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'il y a aussi eu des débats qui sont venus des papes, est-ce que cette question a été adressée? Évidemment, mais les papes ne parlaient pas de la culture, ils parlaient de la civilisation européenne. Et pour eux, c'était la civilisation qui était basée sur la chrétienté. Pie XII parlait de la chrétienté comme le levier dans la pâte européenne qui fait croître la masse. Et les papes se sont toujours référés à cette question de la civilisation. Mais cette question de civilisation européenne avait aussi une traduction plus pratique, parce qu'il se référait aussi aux questions de la paix, la justice, la dignité de la personne humaine, ce qu'on voit aujourd'hui très souvent dans les débats, dans les discours de pape Jean-Paul II, de pape François, et aussi la question de la réconciliation. C'était des principes qui étaient contenus. Avec cela allait aussi le respect mutuel pour la différence des personnes. Mais il ne se référait pas
à la culture, parce que les cultures sont différentes. On peut entrer dans les discussions, quelle est la définition de la culture. Mais pour eux, c'était la civilisation européenne basée sur la chrétienté. Merci beaucoup. On va ouvrir le débat à ce moment. Je vous laisse. Ah bon, donc, Eric, vous voudrez parler. Attends, est-ce qu'on peut prendre un micro ici à nos amis témoins de ce matin? Et historien en plus. Oui. Voilà. Ce qui est difficile. Non, pas du tout. Monsieur l'ambassadeur, oui, vous avez fait un exposé très, très intéressant et qui a révélé des tas de précisions inédites sur le rôle du Saint-Siège et des papes à partir de la Première Guerre mondiale. Et je voudrais vous demander, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qui est cette expression Europe-Vaticane. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez de cette appellation, qui est plutôt d'ailleurs le fait d'adversaires de la construction européenne, et qui se fonde sur le fait qu'un certain nombre des pères de l'Europe, comme Schuman, Adenauer, etc., de Gasperi, étaient catholiques. Et est-ce que ça correspond à quelque chose? Est-ce qu'il y avait une sorte de tissu, de réseau on a même dit d'ailleurs que on a même mis Jean Monnet un peu dans ce circuit, non pas en raison de ses convictions, je crois, étaient plutôt... je ne crois pas qu'il était un esprit très, très religieux, mais il avait une sœur qui était très impliquée au Vatican, et à telle enseigne même qu'on l'appelait la monnaie du pape. Et donc... oui. Et non, je voulais savoir si vous avez des informations, parce que ce que vous pensez de cette expression Europe-Vaticane, et si vous pensez que ça correspond, et s'il y avait une sorte de stratégie derrière ce mot. Oui, même Philippe Chenot a titulé son livre Europa-Vaticane. Il a fait un livre sur l'engagement du Vatican dans la construction européenne. Mais, à mon avis, ça ne correspond pas avec la réalité. Il y avait des ambitions de papes, évidemment, de façonner l'Europe. Mais comme les papes étaient aussi comme les dirigeants d'État, ils voyaient que le monde était beaucoup plus divers. Parce que l'Europe à Vatican devrait dire que l'Europe façonnée notamment par l'Église catholique. Mais les papes, on voyait que l'Europe a les différentes dimensions chrétiennes. L'Europe... des orthodoxes, l'Europe des protestants, l'Europe des catholiques, l'Europe des non-croyants, cet amalgame des différents courants, les papes voyaient clairement. Alors, il y a cette notion Europa-Vaticane que les gens prétendent proposer pour une raison qui est raison pratique, parce que pour toutes les autres dénominations chrétienne en Europe, il n'y a pas une personne qui parle au nom de tous. Pour des protestants qui étaient très engagés aussi dans le courant européen, Paul van Zeeland, tous les gens qui se sont engagés aussi pour la création européenne du côté des protestants, ils se sont retrouvés plutôt dans cette dénomination de chrétienté, pas du Vatican. Ils ne se référaient pas au Vatican. Mais quand même, le pape avait cette autorité de parler au nom de l'Église catholique. Chez les protestants, il n'y a pas cette structure, également chez les orthodoxes. Ce qu'on j'ai jamais trouvé, c'est aussi très intéressant, j'ai jamais trouvé des interventions, des écrits venus des gens de l'Église orthodoxe à l'adresse de la création européenne, de l'intégration européenne. C'était plutôt un discours pour des chrétiens entre les catholiques et les protestants. Merci beaucoup. On va prendre encore une question là derrière. Merci beaucoup, Gilbert Casasus, professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. Vous avez abordé une période qui, je crois, au niveau historique, mérite encore un peu plus de recherche et de réflexion. Cette période compliquée de 1945 jusqu'à la signature
de la CECA. Aujourd'hui, je pense que nous sommes assez mûrs pour avoir aussi un regard un peu critique aussi dans ce qu'on appelait les pères fondateurs de la construction européenne. Et surtout de ne pas tomber, par contre, dans les excès de certains auteurs aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France à propos d'un livre que je ne citerai pas. Mais cela ne dédouane pas d'avoir aussi un examen critique. Et de ce que vous avez dit par rapport au pape qui, en 1948, soutient très rapidement la construction européenne. Oui, peut-être, certainement. Il y a certainement des raisons positives, mais n'y a-t-il pas aussi des raisons négatives? À savoir, est-ce qu'il ne fallait pas, alors vous citez Ricoeur, mais on peut aussi là reprendre Braudel, qui a aussi, avec les annales, une analyse critique de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité à l'époque de réfléchir si des gens se sont mis dans le courant pro-européaniste pour faire oublier leur propre passé, et un passé qui datait de 3, 4, 5 ans. Et cela concerne aussi le Vatican, et cela concerne aussi le pape Pie XII. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de questions qui se posaient. Je ne suis pas de ceux qui rendent responsable l'Église catholique du nazisme, ce serait une idiotie première. Mais l'autre idiotie serait de dédouaner complètement le rôle du Vatican. Est-ce que c'était un rôle d'acteur, de témoin, de complicité? Là, les historiens et les politiques n'ont pas la même idée. Mais c'est un peu trop facile. Je pense aujourd'hui qu'il s'agit aussi d'analyser qu'en 1948, il y avait et vous avez parlé de protestants, mais il y en a aussi d'autres confessions, ou pas du tout de confessions, qui étaient aussi pour l'Europe, mais peut-être pas la même Europe dès ce moment-là. Et il y a un grand problème, et je le cite souvent dans mes cours, qu'il y a eu très peu de résistants dans les pères fondateurs de l'Union européenne, de vrais résistants. Il y a eu Bruckmann, il y a eu André Philippe, il y a eu Spiro Agnelli. Et donc, il s'agit clairement aujourd'hui, je pense, de sortir un peu de ce discours caricatural et de dépasser cela, et qu'en tant qu'historien ou en tant que politologue, de réfléchir justement sur les raisons de certaines personnes, et notamment aussi celle du pape Pie XII, d'avoir pris cette position en 1948. Merci. Je simplement toucher cette question en disant qu'il s'est engagé dans ce soutien aussi pour la raison de à la fois la poussée du communisme en Europe centrale et aussi pour des questions qui ont amené les papes à être très souvent alliés des fascismes. Et puis, pendant la guerre, il y a maintenant beaucoup de discussions autour parmi des gens qui s'intéressent de cette période de la Deuxième Guerre mondiale, le rôle du Vatican, et qui portent un nouveau regard sur Pie XII, parce que cette opinion était très négative par rapport au pape, par rapport à son silence, ses affinités avec les Allemands, pour la raison qu'il était aussi nonce en Bavière. Alors, toute la question est discutée. Mais d'un coup, on découvre que dans les jardins de Castel Gandolfo, il y avait à peu près 1400 juifs qui étaient cachés pendant la guerre, et à peu près 40 enfants juifs ont été nés dans le lit des papes, parce que Castel Gandolfo, le pape a donné sa chambre pour la chambre d'accouchement pour des femmes qui étaient enceintes parmi ceux qui se sont réfugiés au Castel Gandolfo. Ce sont des histoires qui sortent. Alors la complexité du sujet est énorme. Vous avez tout à fait raison que rien de plus imprévu que le passé. Alors on peut rentrer encore dans des surprises dans deux côtés, dans deux sens. Ça nécessite aussi une discussion. Est-ce que c'était motivé par la volonté d'oublier la propre politique pendant la guerre pour se lancer vers ce nouveau horizon? Je n'ai pas une opinion ferme là-dessus. Le pape parle très souvent, Pie XII parle très souvent de tout ce malheur de la guerre. Évidemment, chacun qui était
dans la position des dirigeants pendant la guerre, devraient se poser la question qu'est-ce qu'était aussi ma partie de la responsabilité pour cette guerre et pour les valeurs de la guerre. Mais son engagement pour la construction européenne du parti occidental était très poussé aussi par le communisme en Europe centrale, par tout ce qu'il voyait. Il avait peur que cette révolution prônée universelle du communisme pourrait aussi atteindre la partie occidentale. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie en Italie après la guerre était la partie communiste. C'était la même chose pour la France. Alors ils avaient vraiment peur que le communisme devrait être la force la plus grande et constitutive pour l'Europe. C'était aussi cette motivation, si on dit négative ou positive, pour l'engagement de pape, elle existait. Merci beaucoup. Alors, avant de reprendre la question des valeurs et puis d'ouvrir le débat à mes collègues, je vais rapidement, encore Monsieur de Watteville, vous avez une question ? Merci beaucoup. Une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années, j'étais ambassadeur en Syrie. Et un des challenges pour les diplomates occidentaux là-bas était de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pays. Et je voyais régulièrement le nonce apostolique qui était toujours fort bien informé. Et un jour, je lui demande « Mais vous avez combien de collaborateurs ?» Et il me répond, je m'appuie avec un petit sourire, je m'appuie sur un réseau de milliers de nonnes, de prêtres, de moines, de paroissiens, et donc un réseau extrêmement vaste et qui couvrait tout le territoire du pays. Ma question, aujourd'hui, quelle appréciation tu portes sur la diplomatie vaticane ? Merci beaucoup. C'est vrai, le ministère des Affaires étrangères, soi-disant section 2 dans la Secretarie du Vatican, ne compte que 43 personnes. Ils ne sont que 43 personnes dans ce qui est ministère des Affaires étrangères du Vatican. Il y a tout ce réseau pyramidal qui descend sur le territoire. Alors, je vais d'abord inviter mes collègues à rapidement vous présenter. Julia, je te donne la parole. Merci beaucoup. Donc, vu qu'il y avait plusieurs questions, je suis désolée, je pense qu'on doit avancer dans le temps pour notre panel sur les valeurs européennes. Donc, je me présente, je m'appelle Julia, je suis chercheuse à l'Université de Genève, au Global Studies Institute, et je vais essayer d'apporter une perspective juridique aux valeurs européennes. Donc, Bonjour à tous, je m'appelle Chenny Nagy, j'étais déjà là hier pour ceux qui étaient déjà présents dans le public. Je suis vice-président du think tank Forhaus et je finis une thèse de doctorat à l'Université de Genève en sciences politiques. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis également doctorant à l'Université de Genève. Je fais une thèse en sciences politiques et j'essaierai aujourd'hui d'apporter un point de vue non européen à ce débat justement sur les valeurs européennes. Merci beaucoup. Alors, on va vous donner l'occasion encore de poser des questions à la fin, mais j'aimerais d'abord peut-être commencer. On nous a demandé d'approcher la question les valeurs européennes sont-elles universelles ou non ? Et puis, donc, je vais d'abord inviter le panel à s'exprimer et ensuite ouvrir le débat aussi au public. Alors, peut-être, Monsieur Tominski, je vais commencer par vous. Pour commencer déjà, je pense, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi les valeurs européennes déjà pour commencer? Et puis je vous laisse réagir tous les autres. Il y a une valeur spécifique qui n'est pas simplement la valeur de l'Europe, c'est la centralité de la personne humaine. Si on fait de la personne le sujet de la politique, c'est quelque chose qui est pour moi la première valeur, parce que de ces valeurs, on peut déduire tous les autres. La valeur à vie, alors la paix qui est la première condition pour que les gens puissent se développer et développer ses identités. C'est aussi tous les droits qui sont les droits civils de la personne. Alors, la question de la centralité de la personne humaine, pour des chrétiens, évidemment, c'est aussi associé avec la chrétienté, parce que c'était la révolution chrétienne. Si on regarde
lu les gens qui essayent, même du point de vue de non-croyants, comprendre quelle était la révolution de la chrétienté il y a 2000 ans, c'était de mettre la personne au centre. Merci beaucoup. Des réactions? Oui. Alors oui, les valeurs de la personne humaine. Alors, en prenant un raisonnement plutôt assez juridique et assez basique pour une juriste, si on parle des valeurs européennes, il y a déjà plusieurs niveaux de valeurs. On doit se référer non seulement à l'ordre juridique de l'Union européenne, mais aussi au sens large à l'ordre juridique dans l'Europe comme continent. Ici, nous avons les droits nationaux et aussi le Conseil de l'Europe qui, en même temps, et ça d'ailleurs je suis assez étonnée que vous n'avez pas du tout soulevé la question de, en fait, comment le Saint-Siège approche cette construction en quelque sorte en parallèle dans les années 50 du Conseil de l'Europe qui, lui, en fait, se concentre sur les droits de l'homme, sur la promotion de la dignité de la personne humaine avec la Convention européenne de droits de l'homme. Donc, comment ça se fait que le Saint-Siège se concentre plus, en fait, sur la construction des communautés économiques européennes, charbon et l'acier, Euratom, CE, plutôt que sur, en fait, le Conseil de l'Europe qui, à l'époque, dans les années 50, on ne savait pas qui allait prendre le lead. Est-ce l'Union européenne qui n'existait pas encore techniquement, parce que l'Union européenne n'était pas dans les traités, ou ce serait plutôt le Conseil de l'Europe à travers la Convention européenne de droits de l'homme, etc. Vu que ça englobait aussi un continent beaucoup plus large, on a 47 États membres aujourd'hui dans le Conseil de l'Europe et seulement 28 dans l'Union européenne. Donc ça, plutôt pour aussi lancer le débat sur ces constructions juridiques en parallèle. J'ai parti de ce point de vue, disons, fondamental. Et puis, les autres, ce sont les instruments qui traduisent ces différents principes et valeurs dans la loi, dans la langue des différentes conventions et obligations internationales. Et il faut... Eric m'a posé la question sur cette Europe à Vatican. Et parmi les chrétiens, il y a beaucoup de différences dans tout ce que sont les questions éthiques. Et c'est une question qui est plutôt les questions qui fâchent entre, disons, les institutions, les droits européens et le Vatican. Parce que toutes des questions d'avortement, toutes des questions de la définition de la famille, toutes des questions d'euthanasie, de la peine de mort, il y a des différentes approches entre les chrétiens en Europe. Les protestants sont beaucoup plus libéraux par rapport aux catholiques là-dessus. Et le Saint-Siège le voit très bien que l'Europe n'est pas une construction des catholiques. Alors ils sont ici très clairs là-dessus, mais ce sont des discussions qu'on a. On voit aussi, chaque fois quand il y a des interventions de Saint-Siège ou des papes, il indique cette question que sur le plan éthique, tous les essais sur les cellules souches, des questions de développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des questions éthiques où il y a des différences de position. Le Saint-Siège qui est entré aussi dans les différentes conventions de Conseil d'Europe est assez ouvert dans des critiques par rapport à ce que sont les lois adoptées par des pays. Mais il n'y a pas cette approche totalitaire qu'ils veulent imposer les solutions de l'Église ou excommuniquer. Aujourd'hui, on ne parle pas dans ce terme dans la vie politique. La structure intra-étatique est beaucoup plus complexe que celle que Vatican pourrait peut-être souhaiter. Jenny ? Merci. Je suis un peu ennuyé parce que je trouve que c'est un débat qui, méthodologiquement, est difficile. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de valeurs ?
et surtout de valeurs européennes. Y a-t-il des valeurs européennes ou y a-t-il plutôt des valeurs occidentales, chrétiennes? Et d'ailleurs, y a-t-il des valeurs européennes ou europuniennes? Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Vous savez, on est en Suisse ici, un pays non membre de l'Union européenne, on est toujours sensible à ces différences. Si j'en crois les traités, il y a un certain nombre de valeurs qui sont mentionnées. D'ailleurs, à chaque révision de traité, la liste s'allonge. On nous dit que l'état de droit est une valeur, par exemple. Est-ce que l'état de droit est une valeur? Je ne sais pas. Et peut-être pour rebondir sur ces questions-là, je voulais vous poser une question très concrète, M. Tombinski. Lorsque l'Europe a voulu se doter d'une constitution, il y a quelques années en arrière, il y a eu un grand débat, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à vous directement. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être être un peu plus courageux dans les traités européens et mentionner les racines ou peut-être les valeurs chrétiennes de l'Europe? Oui. À l'époque, quand ce débat sur la Constitution européenne s'est développé en Europe, j'étais l'ambassadeur de Pologne à Paris. Je prenais publiquement la position pour qu'on se réfère pas aux valeurs, mais à la racine, quelque chose qui est la civilisation chrétienne, si on peut la définir de cette façon, que cette référence soit incluse dans le préambule de la Constitution européenne, notamment pour le fait que c'était une référence très importante pour une grande partie de l'Europe. Alors, cette discussion, les conséquences de cette discussion nous fâchent encore aujourd'hui. Ça revient dans le débat européen. Je peux vous dévoiler ici une situation qui reste inscrite dans ma mémoire quand à Paris cette discussion et ce débat se déroulaient. D'un coup, un des ministres du gouvernement français vient de me voir à l'ambassade, ce qui était déjà rare que les ministres visitent les ambassadeurs à l'ambassade, et je cite: « Ne touche pas à ce que nous avons mis dans le préambule, parce que c'est le sommet de compromis entre le président et la franc-maçonnerie. » Je les cite. Je lui ai répondu: « Mais c'est ton président, ta franc-maçonnerie, et tu écris la Constitution pour moi. » Et la discussion a terminé. Oui. Merci beaucoup. Florence, tu as quelque chose à ajouter? Oui, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, sur justement la référence qui n'a pas été faite aux valeurs judéo-chrétiennes dans la Constitution de 2005, et peut-être aussi par rapport à l'élargissement qui a eu lieu une année plus tôt. Donc vous parliez effectivement d'une division, d'un schisme au sein de l'Europe, entre une Europe plus libérale et une Europe peut-être plus conservatrice. On sent aujourd'hui une certaine anxiété au sein des pays de l'Est par rapport à un corpus de valeurs européens qui peut-être d'ailleurs depuis 2004 a évolué. Donc je me demandais de façon plus générale, est-ce que ce qu'on entend par valeurs européennes, ce ne sont pas plutôt justement des valeurs à portée davantage universelle, mais qui dans les faits sont davantage pratiquées en Europe, et peut-être même de manière inégale à travers l'Europe politique? Étant chrétien, on voudrait dire que ce sont les valeurs universelles, les principes universels, mais si on regarde du point de vue de la Chine ou même des autres religions, des autres points de vue, alors ils ont une autre perception. Là où cette plutôt relation verticale domine par rapport à la relation horizontale. Ce qui est essentiel dans la chrétienté, c'est aussi ce développement en relation avec les autres, et pas par rapport au collectif et les objectifs du collectif. C'est la différence. Pour nous, ce sont des valeurs universelles.
mais je dois avouer que je suis confronté aussi avec des opinions différentes des collègues qui viennent des autres parties du monde. C'est parfois très intéressant d'entrer dans des discussions sur les valeurs avec des collègues, des personnes qui viennent d'autres régions d'Europe. Pour moi, une des questions révélateurs était, une des discussions révélateurs était avec un diplomate de Qatar, avec qui on a parlé de l'Europe, des valeurs, parce que c'était une question de valeurs. Il m'a dit, mais pourquoi vous prétendez que vos valeurs en Europe sont supérieures par rapport aux nôtres? Mais regarde ce que vous faites avec vos personnes âgées. Vous les évacuez dans des maisons de retraite. Chez nous, dans la partie musulmane, il y a toujours cette grande famille qui accueille les tantes, les oncles et les autres. Les enfants, vous les déléguez à l'État de s'occuper de vos enfants. Chez nous, c'est en famille. Et vous prétendez que vos valeurs sont meilleures? Il faut être parfois très prudent dans ces discussions et aussi prendre le miroir, parfois se regarder en face. Merci beaucoup. Ouais, je pense que vous avez soulevé un point qui est très important, qui devient de plus en plus d'actualité aussi, justement, cette supériorité qu'on dit qui est imposée par les valeurs que nous, on croyait être universelles. Et puis, c'est quand même quelque chose qui devient très important dans le débat d'aujourd'hui. J'aimerais bien ouvrir pour les questions. Alors, il y a madame là derrière. Oui, merci. Maya Nerini, je dirige un club culturel à Paris. Alors, ma question est, il faut bien évidemment, pour l'éducation des enfants, il faut une religion de base. Sinon, c'est l'anarchie ou je ne sais pas quoi qui va engendrer le monde si on n'éduque pas les enfants dans une religion. Mais ma question, et c'est plutôt un souhait, je suis fan de Erasme de Rotterdam, où l'homme est au centre et basta un peu la scolastique, évidemment Thomas d'Aquin, etc., qui sont ses idoles d'avant. Mais pourquoi on ne peut pas plus parler d'Erasme de Rotterdam et mettre l'homme au centre dans les débats de l'Union européenne? Merci. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. Philippe Méon. J'aimerais peut-être que l'on revienne à ces discussions sur les racines chrétiennes européennes, parce qu'on a vu tout à l'heure que peut-être les valeurs universelles en Chine ou dans d'autres pays sont très différentes, mais peut-être qu'on pourrait se centrer sur l'Europe. Est-ce qu'il y a un conflit entre les valeurs des droits de l'homme, essentiellement laïques, et les valeurs chrétiennes qui sont révélées, et plus particulièrement avec la version vaticane de ces valeurs chrétiennes? Je pense que c'est là le centre du sujet et qui est probablement à l'origine de toute une série de tensions dans l'Union européenne. Merci beaucoup. Et une troisième question là derrière. Ah, monsieur. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, une précision à propos d'une question de laquelle on a parlé tout à l'heure. J'ai eu dernièrement l'occasion d'écrire une book review à propos d'un livre où on parle de la politique étrangère du Saint-Siège. Ce livre a été publié l'année dernière, en 2018, et l'auteur, à un certain moment, observe que les archives vaticanes qui se réfèrent à la période du pape Pie XII n'étaient pas encore accessibles et donc elle ne pouvait pas donner certaines précisions. Après cela, si je ne me trompe pas, au cours de ce mois de mars ou peut-être fin février, j'ai écouté une nouvelle à la télévision italienne. Il faut toujours se méfier de ce genre de nouvelles parce qu'elles sont données en grande vitesse. Mais
On a dit que le pape François a finalement ouvert les archives vaticanes qui se réfèrent à la période du pape Pie XII et qu'en même temps, le pape souhaite que les spécialistes, les chercheurs, les savants fassent un bon emploi de cette concession et soient objectifs et mettent de côté les passions politiques. Est-ce que vous pouvez confirmer cette nouvelle? Est-ce qu'il y a déjà quelques spécialistes qui ont profité de cette possibilité et vous-même, vous pensez en profiter? Merci. Alors, on va déjà répondre à ces questions et on prendra en dernier la question de monsieur. Je vous laisse, monsieur Tombinski, répondre. Je commence ici par la dernière question. Le pape a annoncé l'ouverture des archives pour la période de Pie XII en 2020. Car il y a une grande partie des archives qui est déjà classifiée, digitalisée, mais pour la politique du Vatican, ils peuvent ouvrir l'accès aux archives pour tout le pontificat. Alors, ils ne peuvent pas ouvrir l'an par l'an. Alors, ils doivent terminer toute la période de pontificat de Pie XII pour les ouvrir. L'annonce était faite en 2020. En 2020, les archives seront accessibles et en ligne, ce qui est aussi intéressant. On peut se toujours poser la question, qu'est-ce qu'ils vont évacuer des archives avant de les ouvrir? Mais ça, on les connaît dans tous les pays qu'il y a cette politique de rétention qui parfois fâche les historiens et les chercheurs. Pour revenir à ces deux questions sur les valeurs et les différences, je me sens ici dans une position difficile parce que comme je devrais défendre à la fois les deux, et l'Union européenne et le Vatican. Non, mais je porte un regard personnel, mais j'essaye de prendre l'abstraction de ma fonction. D'abord, est-ce qu'il faut une religion de base? C'est toujours une question difficile parce que la centralité de la personne n'impose pas forcément qu'on puisse ce concept de la religion. C'est notre approche humaniste. Vous avez fait la référence à Erasmus, alors Erasme de Rotterdam. Alors la centralité, c'est aussi le concept de humanisme européen. Ça n'impose pas forcément une formation religieuse. On parle aujourd'hui, Pape François, dans son dernier discours, et c'est intéressant parce que c'est lui qui a fait le nombre le plus grand des grands discours sur la question européenne. En 5 ans, on a eu 4 grands discours de pape. C'est plus que même Jean-Paul II a fait par rapport à l'Union. Il s'adresse à l'Union européenne de retrouver le nouveau humanisme européen. Cette question de la centralité de la personne. Et cette question de droit social, de droit laïque par rapport à ce que sont les opinions de l'Église. C'est une question qui va à travers toute la communauté des juristes. Ce sont les droits naturels, c'est la question qui est centrale pour l'Église. Alors, ce ne sont pas le droit écrit par les différentes constitutions, conventions, mais ce sont les droits qui déroulent des commandements de Dieu. C'est la différence, comment on définit ces lois. Mais quand je parle avec des représentants du Vatican sur cette question, ils sont aussi très prudents d'imposer la vision de l'Église. Parce que le rôle de l'Église n'est pas d'imposer. Le rôle de l'Église, il voit de proposer, d'enseigner. Parfois, ils sont très critiques, parfois, ils exigent. Mais ils n'ont pas la force d'imposer les solutions. Merci beaucoup. Alors, vu le temps avancé, on va prendre la dernière question
Jean de Svalen, je voulais simplement revenir. Une partie de ma question a déjà été répondue maintenant. Mais j'aimerais revenir sur un point fondamental. Au moment où on a créé les valeurs européennes, il ne faut pas oublier que l'Europe et l'Occident avaient le monopole des affaires mondiales. Et ces valeurs européennes, on a voulu les universaliser. C'est du colonialisme, dans une certaine mesure. Et nos institutions sont encore pleines de cette conception, droits de l'homme, etc., Conseil de l'Europe, qui sont vraiment, c'est nous qui sommes les maîtres du monde. Or, ces valeurs ne sont pas universelles, vous l'avez dit. Les droits de l'homme en Chine, c'est sauver la population de la pauvreté absolue, ou c'est le droit de la famille. Au Japon, c'est encore un peu différent. Donc, on a des valeurs très, très différenciées. Et si nous avions un peu d'humilité, nous devrions essayer de reconstituer une échelle de valeurs qui soit universelle dans un monde globalisé, et non pas vouloir imposer trop de valeurs. D'ailleurs, nos valeurs, est-ce que nous les défendons ? Je prends un exemple. À un certain moment où la France a été opposée avec la Chine, et à cause des droits de l'homme, et que la Chine a dit on va fermer Carrefour, la France a basté. Merci beaucoup. J'aimerais bien conclure sur cette excellente remarque. C'est bon. Alors, il faut que je vous dise qu'il y a un gong. Alors, il y a la pause café maintenant. Je vous invite à prendre un café. Ensuite, il y a un premier gong 5 minutes avant qu'il faut se remettre à la place. Il y aurait un deuxième gong 2 minutes avant qu'il faut s'asseoir. Et puis, voilà, je vous invite à faire une petite pause. Et puis, on continuera dans un quart d'heure.